Vous regardez Al24 News, Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de l'actualité de ce mardi 6 septembre. Les premières invitations au sommet d'Alger prévues le 1er et 2 novembre, remises par le chef de la diplomatie algérienne, Ramtan Lamamra. Les relations entre l'entité sioniste et le Maroc entachées par un scandale diplomatique, l'entité sioniste convoque son ambassadeur à Rabat. Liz Truss investit Downing Street après le départ de Boris Johnson. Quels défis attendent la nouvelle première ministre britannique? Nous y reviendrons en détail dans ce journal. Plusieurs régions du monde touchées par des inondations. Alors que le bilan des inondations au Pakistan est passé à 1290 morts, l'OMS craint l'apparition de maladies. À moins de 2 mois du 31e sommet arabe qu'accueillera Alger les 1er et 2 novembre, les premières invitations sont remises par le chef de la diplomatie algérienne. Depuis hier, Ramtan Lamamra est au Caire. Il a rencontré le président palestinien Mahmoud Abbas et le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, à qui il a donc remis en main propre ses invitations au nom du président algérien Abdelmadjid Tebboune. Souhila Kilal. À quelques encablures du coup d'envoi des travaux du 31e sommet arabe, prévu les 1er et 2 novembre de l'année en cours, et à l'approche de ce rendez-vous qui constitue sans nul doute une étape majeure dans l'action arabe commune, Alger finalise les derniers détails et envoie les premières invitations. Mahmoud Abbas est le premier chef d'État à recevoir l'invitation officielle hier soir au Caire, suivi ce mardi par le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, invitation auquel les 2 présidents ont répondu favorablement. La cause palestinienne sera la pierre angulaire du sommet arabe d'Alger. En mettant la Palestine à l'honneur, l'Algérie réitère son engagement constant à soutenir les droits légitimes du peuple palestinien et son aspiration au rôle actif de la Palestine dans la réussite de cet important rendez-vous arabe. L'Algérie est consciente que la solution à 2 États ne sera mise en œuvre que si la cause palestinienne reconquiert sa centralité et que toutes les capitales arabes parlent d'une même voix. L'unification des rangs et l'entente seront le leitmotiv et l'objectif suprême du sommet d'Alger. Ce n'est qu'à cette condition que les pays arabes pourront aussi faire avancer sur l'échiquier mondial les questions qui leur sont essentielles. Le monde arabe se doit de mettre un terme aux divergences et divisions qui l'ont miné pendant des années et qui ont offert l'occasion à ceux qui ne veulent pas d'une Oumma forte et unie d'élargir le fossé entre certains pays arabes. Ce sommet est salutaire pour le devenir de la région. La présence de tous les pays arabes à Alger en novembre prochain marquera le début de cette renaissance pour laquelle l'Algérie déploie d'immenses efforts, elle qui entretient d'excellents rapports avec les États arabes. La question palestinienne sera donc au centre des discussions lors de ce sommet. L'Algérie insiste sur la place prépondérante de ce dossier en soutien à la cause juste du peuple palestinien. Ramtan Lamamra l'a rappelé au sortir de son entretien avec le président Mahmoud Abbas. J'ai eu l'honneur de rencontrer le président Mahmoud Abbas. Ma mission principale dès mon arrivée au Caire était de remettre au président Abbas la lettre du président Abdelmadjid Tebboune qui renferme l'invitation à la participation au sommet arabe qui aura lieu en Algérie les 1er et 2 novembre prochains. Le président a exprimé sa volonté d'y prendre part personnellement et que la Palestine participe à faire de ce sommet un succès. Pour l'Algérie, la question palestinienne est centrale. Elle sera au cœur des préoccupations de nos présidents et dirigeants durant le sommet qui sera couronné de succès, car la volonté de l'Algérie est d'unifier les rangs et soutenir cette solidarité avec la cause juste du peuple palestinien. Le secrétaire général de la Ligue arabe s'est lui exprimé au sujet de ce rendez-vous tant attendu, affirmant que le sommet d'Alger est une étape cruciale dans l'histoire du monde arabe, l'occasion pour les dirigeants arabes de s'unir et de parler d'une seule et même voix. Ahmed Aboulraït s'exprimait à l'occasion de la 158e session du Conseil des ministres arabes des Affaires étrangères au siège de la Ligue arabe, une réunion à laquelle participe également Ramtan Lamamra.
Nous attendons avec confiance le prochain sommet arabe qui se déroulera le 1er novembre prochain. Nous espérons que ce sera une étape cruciale dans l'histoire du travail arabe commun et que ce soit l'occasion de s'unir et de représenter l'opinion publique du monde arabe qui désire voir ses dirigeants unis et parlant d'une seule et même voix. Pour atteindre ce louable but, nous devons traiter nos différends et contenir nos problèmes et avoir en vue comme unique but la préservation de l'intérêt arabe, tout en préservant l'unité. Et l'on revient au dossier palestinien, cette nouvelle agression sioniste à Jénine, en Cisjordanie occupée, qui a fait un martyr palestinien et 16 blessés. Mohamed Sabaneh, 29 ans, est le deuxième palestinien tué à Jénine durant ces dernières 24 heures. Le président palestinien Mahmoud Abbas a déploré sa mort. Il a également décrété une grève générale à Jénine pour condamner les attaques sionistes en cours. Et l'entité sioniste reconnaît à demi-mot le meurtre de la journaliste d'Al Jazeera Shireen Abu Akleh. Les conclusions finales de l'enquête ont été publiées lundi. Et pour la première fois, l'armée sioniste a reconnu qu'il y a une forte possibilité que la journaliste ait été tuée accidentellement par un tir sioniste qui visait des suspects identifiés comme des hommes armés palestiniens. Nous le disions en titre, après une normalisation aux allures paisibles, les relations entre l'entité sioniste et le Maroc sont entachées par un scandale diplomatique. Le représentant de l'entité sioniste à Rabat a fait l'objet d'une enquête, notamment pour traite d'êtres humains ou encore d'harcèlement. Safwan Ben Sabri pour les détails. Tout semblait aller pour le mieux entre l'entité sioniste et le Maroc. La lune de miel vient de prendre fin. Un scandale diplomatique est au cœur des relations entre les deux entités. Les relations entre Tel Aviv et Rabat, déjà sujettes à polémique, sont éclaboussées par une affaire aux multiples facettes. Harcèlement, traite d'êtres humains, malversation financière et disparition d'un cadeau royal sont à la table des matières. David Govrin, représentant de l'entité sioniste au Maroc, fait l'objet d'une enquête suite à plusieurs allégations de harcèlement et d'exploitation de femmes marocaines. Le chef de mission israélien serait à l'origine d'atteintes à la pudeur. David Govrin n'aurait par ailleurs dissimulé un cadeau de la maison royale marocaine sans justification aucune. L'ambassadeur israélien est aussi épinglé pour ses relations pour le moins douteuses. Un certain Sami Cohen, homme d'affaires, est impliqué dans l'organisation d'événements pour les hauts responsables israéliens au Maroc, sans pour autant occuper de poste officiel. L'affaire prend une ampleur telle que le ministère des Affaires étrangères israélien ouvre une enquête sur les agissements du chef de mission, rappelé en urgence à Tel Aviv. 2 ans après la normalisation des relations et avant même la construction d'une ambassade à Rabat, le scandale vient jeter l'embarras chez les responsables des deux parties, cassant l'image d'entente quasi parfaite affichée jusque-là. Le Maroc épinglé au sujet des migrants maltraités, une association marocaine des droits de l'homme a relevé que les autorités marocaines dissimulent délibérément la vérité sur le drame des migrants africains qui ont tenté d'entrer dans l'enclave espagnole de Melilla en juin dernier. Cette même association exige des réponses convaincantes au nom de la vérité et protection des droits de toutes les victimes et de leurs familles. Direction l'Irak à présent, l'exécutif et les principaux partis s'acheminent vers des élections législatives anticipées pour sortir le pays de la crise. Lors d'une nouvelle session du dialogue national que le leader chiite Moqtada Sadr a boycotté, les partis ont mis en pied un mini-comité politique pour tenter de rapprocher les points de vue. Inès Loreille. Il s'agit de la deuxième rencontre du dialogue national. Le comité a publié une déclaration conjointe avec le bureau des médias du Premier ministre, indiquant que les participants ont affirmé que l'évolution de la situation politique et les divergences qui y ont conduit portent la responsabilité nationale de chacun dans le maintien de la stabilité, la protection du pays contre les crises, le soutien aux efforts d'apaisement, la prévention de l'escalade et de la violence et l'adoption du dialogue national en vue de trouver des solutions. Les membres du comité ont décidé de former une équipe technique de diverses forces politiques afin de convenir d'une solution nationale et d'examiner la loi électorale dans le but de parvenir à des élections anticipées. La formation de ce mini-comité reste soumise à l'acceptation par Moqtada Sadr de l'affectation d'une personne de son courant.
L'accent a également été mis sur la nécessité du mouvement sadriste à participer aux réunions techniques et politiques, à discuter de toutes les questions litigieuses et à trouver des solutions. Le comité a également souligné l'importance de purifier l'atmosphère entre les forces nationales en rejetant les discours prononcés qui causent des dommages aux relations fraternelles historiques. Pour conclure, les participants ont souligné la nécessité de réaliser une réforme de la structure de l'État irakien et de valoriser les demandes visant à remédier à tout déséquilibre dans les cadres politiques ou administratifs par le biais de la législation nécessaire et de programmes gouvernementaux efficaces avec la coopération de tous les partis politiques et le soutien du peuple. Si la crise reste non résolue dans les prochains jours, les forces du cadre de coordination tiendront une session parlementaire après la fin de la 40e visite dans le but d'élire le président de la République et de procéder à la formation du gouvernement. Cette décision serait irréversible même en présence d'un accord politique pour dissoudre le Parlement. Retour en Afrique où la 3e réunion de soutien à la transition malienne s'ouvre aujourd'hui à Lomé au Togo. Une rencontre qui se déroule sous les auspices de l'Union africaine, de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest ainsi que des Nations Unies. Tinhinan Makassi. Les nœuds se délient autour de la transition au Mali et semblent être plus que jamais sur le chemin de la refondation. C'est du moins ce que laissent présager les derniers mouvements diplomatiques dans le pays et autres rencontres autour de la question malienne. Au lendemain de la 6e session de haut niveau du comité de suivi de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issue du processus d'Alger, une rencontre dont l'importance est capitale, puisqu'elle permet un nouvel espoir pour le vivre ensemble dans le pays. C'est au tour de la 3e réunion de soutien à la transition de prendre forme après des mois de gel. Cette rencontre était initialement prévue pour le 8 janvier dernier. C'est le Togo qui accueille pour la 2e fois consécutive les travaux de la rencontre, avec pour objectif de faire le suivi des réalisations de la transition. En plus de l'évaluation politique et économique, les questions sécuritaires seront aussi au menu des discussions, et ce à la lumière des dernières évolutions concernant l'accord de paix d'Alger. Ce groupe de travail a été mis en place à l'initiative de l'Union africaine, avec l'accord du gouvernement malien, pour soutenir et accompagner les autorités dans la conduite de la transition, et cela en coordination avec les partenaires bilatéraux du Mali. Au Burkina Faso, au moins 35 civils ont été tués et 37 autres blessés lundi lors de l'explosion d'un engin artisanal au passage d'un convoi de ravitaillement dans le nord du pays entre Djibo et Bourzanga. Une centaine de terroristes sont morts noyés dans une rivière du nord-est du Nigeria alors qu'ils tentaient de fuir une offensive militaire. Les militaires nigérians ont lancé la semaine dernière une offensive terrestre et aérienne pour déloger ces terroristes de plusieurs villes situées le long de la rivière Yezaram. Dépassés, ils se sont alors jetés dans la rivière dans l'espoir de fuir, mais beaucoup se sont noyés. Et alors que la Somalie est au bord de la famine, l'Organisation des Nations Unies tire la sonnette d'alarme. Le chef de l'agence humanitaire de l'ONU appelle à agir dans un ultime avertissement avant une catastrophe dans ce pays de la Corne de l'Afrique en proie à une sécheresse historique. Après des semaines de controverses et d'incertitudes, la Cour suprême kenyane a confirmé hier l'élection de William Ruto à la présidence du pays. Ruto, qui, on le rappelle, avait été accusé de fraude par son rival Raila Odinga. Le président élu prêtera serment le 13 septembre. En Grande-Bretagne, Liz Truss a été nommée officiellement première ministre par la reine Elisabeth II, qui lui a également demandé de former un nouveau gouvernement lors d'une audience au château de Balmoral. L'ancien ministre des Finances a promis de gouverner comme une conservatrice, de mettre en place un plan audacieux pour réduire les impôts et pour faire croître l'économie et de battre également les travaillistes lors des législatives prévues d'ici à début 2025. Truss succède ainsi à Boris Johnson, reçu plus tôt par la reine pour lui remettre officiellement sa démission. Et pour en parler, nous avons en direct avec nous Monsieur Farid Ben Yahia. Bonsoir.
Bonsoir madame. Alors vous êtes docteur en économie, expert en relations internationales. Monsieur Ben Yahya, la reine Elisabeth II demande à Liz Truss, nouvelle première ministre, de former un nouveau gouvernement. Selon certaines sources, ce sera un gouvernement commando ou bien de combat. Quelle mission aura ce nouvel exécutif selon vous? Bismillahirrahmanirrahim. La première des choses, donc, elle a une mission très difficile avec la conjoncture actuelle, parce qu'elle a un taux d'inflation qui a avoisé les 10%, un taux de chômage qui commence à augmenter, avec le Brexit aussi, donc il y a des mesures, je dirais, contraignantes contre l'économie anglaise par rapport à les exportations vers l'Europe. Et le problème qui pèse beaucoup, c'est que dans le même parti, je dirais, des conservateurs, il y a les politiciens qui sont pour, je dirais, maintenir les impôts ou augmenter un peu les impôts pour faire face à l'augmentation du prix de l'énergie en Angleterre. Mais la politique de Liz Truss est totalement différente. C'est-à-dire qu'elle veut diminuer les impôts pour booster les entreprises à créer de la richesse et à augmenter, je dirais, le capital. Donc il y a une guerre, c'est une dame de fer bis, c'est-à-dire c'est la même politique que Margaret Thatcher qu'elle a essayé de développer en 1980. Mais il y a, je dirais, une bonne partie du peuple anglais qui est contre cette politique et surtout de diminuer, je dirais, les aides financières au niveau des hôpitaux, etc. Ce gouvernement-là, ça va être un gouvernement, je dirais, d'opérabilité de choc, donc qui va choquer, je dirais, les Anglais, parce que le capital veut se maintenir, parce qu'il y a une guerre, je dirais, contre le capital, et la guerre en Russie pèse lourdement sur l'Union européenne, surtout sur l'Angleterre. Justement, M. Ben Yahya, la Grande-Bretagne, comme le reste de l'Europe, fait face à une crise énergétique. Le pays a-t-il, selon vous, les moyens de s'en sortir? C'est-à-dire, dans l'immédiat, non. Dans l'immédiat, non, mais je pense que l'Angleterre a les moyens dans l'avenir, à moyen terme et à long terme. À court terme, je pense qu'il faut des mesures, je dirais, très sévères, parce que c'est très difficile. Donc, c'est vrai que la finance internationale passe par des périodes difficiles, que ce soit à la bourse de Londres ou la bourse de New York. Et ça, c'est je dirais, le grand hic de ce problème. L'Angleterre, bien sûr, elle va essayer d'avoir, je dirais, d'autres relations pour diminuer la charge, mais je pense que les familles, je dirais, diminuées, vont payer la lourde facture de l'énergie. Quelle est la solution pour l'Angleterre? Bien sûr, il faut qu'il passe par une recession, ce qu'on appelle une récession, pendant 3 ans minimum, et ces 3 années-là, ça va être quelque chose de très très dur pour les ménages anglais. Et face à l'inflation galopante, on le disait, et aux décisions post-Brexit, Liz Truss peut-elle faire face à ces défis selon vous? C'est-à-dire que l'Angleterre a toujours essayé de s'en sortir de la crise inflationniste. C'est vrai qu'elle a eu beaucoup de chance durant les dernières années, mais je pense que cette fois-ci, parce que c'est la guerre qui est déclarée contre le capital par rapport à la guerre de Russie-Ukraine, l'utilisation du rouble avec contre l'or, etc. Donc, il y a une solidarité entre les Five Eyes, les États-Unis, le Canada, l'Angleterre, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Donc, ces pays-là, les Five Eyes, qu'on appelle les 5 yeux, essaie de s'en sortir de cette crise mondiale, parce que c'est une crise post-pandémie, d'accord. Il y avait une pandémie qui pèse lourdement de mois avec des enquêtes qui sont très sérieuses au niveau international. La finance de Londres passe aussi, je dirais que elle a quelques contraintes. Elle va essayer de faire quelque chose, mais la politique, je dirais, de la première ministre, je pense que ça va être quelque chose de très dur, sauf si elle essaye de renouer les relations avec un peu la Chine, de permettre les investissements chinois, de développer d'autres relations, d'essayer de trouver une solution avec les Russes. Et là, ça m'étonne dans les médias, parce que je pense que le Royaume-Uni est engagé avec les États-Unis dans un bras de fer contre la Russie. Très bien, merci beaucoup Monsieur Farid Ben Yahya, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes docteur en économie et expert en relations internationales.
Dans le reste de l'actualité, plus de 2000 personnes se sont rassemblées à Leipzig en Allemagne suite à l'appel du parti de gauche radical sous le mot d'ordre « Un automne chaud » contre le froid social. Les manifestants protestent contre la hausse des prix de l'énergie et les mesures gouvernementales. Un important dispositif policier a été déployé pour encadrer les manifestants. Vladimir Poutine a supervisé ce mardi des manœuvres militaires de grande envergure auxquelles participent plusieurs pays alliés, dont la Chine, baptisée Vostok 2022. Ces exercices russes ont eu lieu dans l'extrême-orient russe jusqu'au 7 septembre. Et sachez également que le géant gazier russe Gazprom a annoncé ce mardi que la Chine réglerait dorénavant ses contrats en roubles et en yuan au lieu du dollar, un nouveau signal du rapprochement entre Moscou et Pékin sur fond de tensions avec l'Occident. L'Afghanistan touché hier par un nouvel attentat qui a visé l'ambassade russe à Kaboul. 2 employés russes y ont perdu la vie et des Afghans ont été blessés. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a fermement condamné cet attentat suicide meurtrier et réitéré que les attaques contre les civils et les biens civils, y compris les missions diplomatiques, sont strictement interdites par le droit humanitaire international. Parlons climat à présent. Les changements climatiques s'accélèrent. Aucune région du monde n'est épargnée. Fonte des glaciers, réchauffement des océans, pluie ou encore inondations. La planète bleue fait face aux pires catastrophes naturelles. L'exemple dans ce journal du Pakistan qui, depuis le mois de juin, enregistre les pires inondations de son histoire. Nailaït Hamouda. Des kilomètres de champs inondés, des villages détruits et des habitants désemparés. Au Pakistan, la moitié du pays est noyée. Les cours d'eau se transforment en monstres de boue et emportent tout sur leur passage, en raison de la fonte des glaciers et d'une mousson totalement déréglée. Ces inondations ont déjà fait plus de 1300 morts depuis juin dernier. 1 million de maisons et 80 000 hectares de terres agricoles ont été détruits. Des milliers de personnes ont reçu l'ordre d'évacuer. Mais pour aller où ? Le Pakistan est particulièrement vulnérable au dérèglement climatique. C'est le 8e pays le plus touché par les phénomènes météorologiques extrêmes, selon une étude de l'organisation Germanwatch. L'année 2022 a connu des catastrophes climatiques dévastatrices dans plusieurs régions du monde. Les conséquences du dérèglement se font de plus en plus sentir. À l'instar du Pakistan, d'autres pays ont connu des phénomènes similaires comme la Mauritanie, le Soudan, le Mexique, l'Australie ou encore la Chine. Ces catastrophes sont provoquées par le débordement des fleuves et rivières, mais aussi par la mer. C'est une alerte rouge pour l'humanité. La mise en place de mesures d'information, de prévention, d'alerte et de défense réduit le facteur de risque, mais ne semble pas l'endiguer. Les conséquences sont déjà là. Selon l'Organisation météorologique mondiale, le nombre de catastrophes a été multiplié par 5 ces 50 dernières années. L'Indonésie, qui préside le G20 cette année, appelle à des solutions mondiales. Elle a interpellé les représentants des plus grandes économies mondiales, leur demandant d'agir ensemble contre le réchauffement climatique qui risque de faire basculer la planète dans un avenir incertain. Et alors que le bilan des inondations est passé à 1290 morts et plus de 12 500 personnes blessées au Pakistan, des dizaines de millions d'habitants vivent aujourd'hui dans des conditions épouvantables, dans cette eau stagnante. L'Agence sanitaire mondiale de l'ONU craint d'ailleurs l'apparition de maladies. Autre catastrophe naturelle, le typhon Inamnor s'est abattu ce matin sur la Corée du Sud avant de regagner le large, entraînant des coupures d'électricité et faisant un disparu, mais sans causer d'importants dégâts d'après les premières informations locales. Le typhon, l'un des plus puissants à avoir frappé le pays en plusieurs décennies, a touché dans la nuit l'île de Jeju avant de se diriger vers la ville portuaire de Busan, où d'importantes vagues et de fortes pluies ont endommagé des routes et des magasins en bord de mer. Cette année également, la déforestation a atteint des records, notamment en raison des feux qui touchent l'Amazonie. Après avoir enregistré le pire mois d'août pour les incendies depuis 12 ans, la région de Porto Velho, dans le centre du Brésil, appelée nouvelle frontière de la déforestation par les écologistes, continue de brûler.
Et on termine avec du sport, du football. La Ligue des Champions reprend ses droits en ce début septembre. Plusieurs belles affiches pour cette première journée de compétition. Vous avez pu suivre cet après-midi Dynamo Zagreb-Chelsea. La rencontre se poursuit toujours, 1-0. Et Borussia Dortmund FC Copenhague. La rencontre est toujours en cours, 2-0 pour l'instant. Deux rencontres que vous pourrez donc suivre tout de suite. Et puis ce soir, dès 20h heure algérienne, le PSG vous donne rendez-vous face à la Juventus Turin. Il y a également Salzbourg face au MC Milan, Celtic Glasgow, Real Madrid, RB Leipzig, Shakhtar Donetsk, FC Séville, Manchester City et puis enfin Benfica, Maccabi Haïfa. Autant de belles affiches à suivre donc à partir de 20h heure algérienne. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur nos différents réseaux sociaux. Il vous suffit de scanner le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. À demain 19h.